C'est très joli, hein, ton Columbus, mais ça marchera jamais. Le mec, le patron de McDonald's en France, il me dit que c'est pas que ça marchera jamais, mais tu ne tiendras jamais assez longtemps avant d'imposer un concept nouveau en France. Et on aimerait vous mettre en couverture du prochain numéro parce qu'on fait un thème sur l'échec et on aimerait vous mettre en couverture du magazine. Excellent. Et là, bah oui, mais alors attends, évidemment, j'en ai parlé à mes potes qui me disent tu vas être le roi de la loose. Rocher en carton-pâte comme les Américains adorent avec une phrase à la con, mais qui te motive quand ça va pas, tu sais. Ils ont tout ça sur leur bureau. Celui-là, il est resté sur mon bureau longtemps. Qui dit en fait winners never quit et quitters never win. Et je crois qu'il faut pas le faire chier l'ours parce que je pensais qu'à un moment Starbucks me ferait chier et Starbucks m'a fait chier. On vit quand même un truc de dingue, toute génération confondue, c'est de vivre le début d'un nouveau siècle unique dans l'histoire de l'humanité. Chacune de mes décisions, être propriétaire de sa vie, l'entrepreneur est propriétaire de sa vie avec tous les emmerdements qui vont avec, tous les bonheurs qui vont avec. Et ça c'est un pur bonheur qui mérite tous les échecs et toutes les remontadas et elles sont toutes faites de ça en fait. Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et ont envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors bonjour Philippe Bloch dans La Traversée, c'est un grand plaisir. Plaisir partagé, Hervé, ravi d'être avec toi. Et en plus de ça, on est un peu chez toi, on est dans un Columbus Café. Un petit peu. Voilà. Alors raconte-nous un peu peut-être qui tu es, le rapport peut-être entre toi et le Columbus ou cet ours, c'est ça qui est juste derrière nous, ça c'est une sacrée histoire. Qui suis-je ? Écoute, je suis un entrepreneur, slasher, animateur, auteur, conférencier. Heureusement, maman aujourd'hui a une maladie très grave et très emmerdante qui fait qu'elle réalise plus ce que je fais. Mais toute ma vie, mais qu'est-ce que tu fais au fond ? Parce qu'elle a jamais vraiment compris ce que je faisais. Donc au moins, elle me pose plus cette question, même si j'aimerais qu'elle continue à me les poser. En fait, ça c'est un autre sujet. Mais non, je suis avant tout un entrepreneur. Voilà. Et Columbus Café, c'est une histoire passionnément difficile qui pour moi a duré 10 ans, qui se poursuit aujourd'hui, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans. On est ici dans un endroit qui s'est ouvert au mois de juin dernier, qui est un bel endroit, rue de Rivoli d'ailleurs, et boulevard de Sébastopol. Je te cache pas que dans les pires des difficultés de Columbus, jamais j'aurais pensé qu'on trouve un emplacement de premier plan à l'angle de la rue de Rivoli et le boulevard de Sébastopol. Ouais. Enfin, qu'on le trouve, qui le trouve ? Parce que c'est plus toi. On en parlera peut-être, mais ce n'est plus vraiment mon entreprise, même si j'en reste tout petit peu actionnaire. C'est une grande partie de ma vie d'entrepreneur, en tout cas. Parce que c'est sans doute là que j'ai appris mes plus belles expériences, parce que dans la difficulté. D'accord. Alors, l'ours. Le nombre de fois où les gens qui connaissent un peu Columbus m'ont posé cette question est absolument incroyable. Je te raconte tout. Alors, je te raconte un petit bout de l'histoire quand même. On remonte en 93 sur Columbus Avenue à Manhattan, dans l'Upper West Side, où j'ai passé finalement les 40 dernières années de ma vie. Parce que il faut que tu saches que j'ai passé aujourd'hui quand je fais des conférences, je sais que tu es aussi conférencier, et que je trouve dans des salles des publics qui ne savaient pas ce qu'était la coopération des services militaires. C'est là que je me souviens que je suis très vieux et que j'ai vieilli, que j'ai pris un coup de vieux, parce que ça n'existe évidemment plus. Mais à l'époque, j'ai fait ma coopération à New York en fait. Et New York a bouleversé ma vie plusieurs fois en fait. Une première fois avec mon tout premier bouquin en 86 sur la qualité de service qui s'appelait Service compris. Et puis une deuxième fois avec Columbus Café qui est né en fait sur Columbus Avenue à Manhattan en 93. Tout le monde s'en souvient, tout le monde s'en fout d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, Starbucks n'existait quasiment pas. Il y avait 200 cafés Starbucks en Californie. Et je découvre une copie de Starbucks qui était unique sur la côte Est, parce que le concept n'avait pas encore traversé de la Californie à la côte Est, un endroit que je trouvais éminemment sympathique. Et je découvre l'existence de Starbucks et d'une nouvelle façon de faire découvrir le café aux Américains qui ne connaissaient que le café jus de chaussette classique américain. Et je découvre que ce groupe est en train d'exister, de se développer, et j'avais envie d'entreprendre avec les mains dans le moteur versus ma première expérience entrepreneuriale qui est début de conseil, communication, formation. Et on crée Columbus Café. Je vais voir en fait un studio de création qui me dit, et je leur montre en fait, parce qu'il commençait à y avoir des copies de Starbucks un peu partout dans Manhattan, des petits coffee shops un peu partout, et je leur montre des copies de logos et ils me disent on va réfléchir à votre concept pour lancer la marque qu'on lançait en 94. Et il me propose plusieurs trucs, et il me propose cet ours qui m'a un peu frappé. Il y avait une femme aussi, je me souviens, avec une femme africaine, avec une forme de soleil. Enfin, c'était très joli, mais ça n'avait pas beaucoup de sens. Et en fait, je leur avais un peu expliqué le brief, ce qu'on avait envie de faire.
Et en fait, un des briefs que je leur ai donné, c'était l'ambition que je nous donnais, en fait. Alors, j'avais aucune idée de ce qu'était la raison d'être. La raison d'être, je te rappelle que c'est en 2017. C'est ça. Et à l'époque, je savais même pas que ça existait. Mais mon ambition, c'était évidemment d'être le premier, en fait, à faire goûter aux Français le café à emporter, le café gourmand à emporter, ce qui n'existait pas. À l'époque, je te rappelle que tout le monde m'a pris pour un fou pendant 10 ans de penser qu'un Français se transporterait avec un café le matin en allant au bureau, ce qui était complètement dingue à l'époque. Et du coup, je leur ai dit, j'aimerais surtout une chose. C'était mon ambition, mon obsession et aujourd'hui on a placé une raison d'être, faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. C'était un peu ça le brief. Et je voulais être différent. Et alors ils m'ont proposé plein de trucs et puis cet ours me marquait, j'ai dit bon, on va choisir l'ours. Et en fait ce qui était intéressant c'est qu'ils m'ont dit, c'est quand même marrant parce que de tout ce que tu nous as montré, il y avait 20 tasses de café. Et quand on regarde, en fait, Starbucks, le fameux Starbucks, je sais pas si tu connais le logo, c'est une sirène, la sirène du bateau, en fait. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu leur seul logo, on n'a même plus besoin de mettre Starbucks autour. Et il m'a dit, tu vois, le problème, c'est que dans 20 ans, quand tu seras un des leaders du coffee shop, si tu le deviens, tu seras juste une tasse de café parmi d'autres. Et en fait, dans l'ours, il y avait tout ce que j'aimais, c'est-à-dire, il y avait le côté l'ours, c'est un peu le nounours de notre enfance. Tu vas faire passer chaque jour un moment de bonheur. Faut pas le faire chier, l'ours, parce que je pensais qu'à un moment, Starbucks m'a fait chier, et Starbucks m'a fait chier. Et puis, effectivement, c'était l'Amérique du Nord. C'était aussi Columbus qui découvre un peu de nouveaux univers. Donc, voilà l'histoire de l'ours qui est toujours là et qui n'a pas changé d'un iota. Ils ont changé les couleurs, mais l'ours est exactement celui dessiné en 94. Alors, c'est un petit clin d'œil à Rémi Marion, que j'ai interviewé il y a un certain temps déjà, qui est le spécialiste de l'ours. C'est vrai. Et donc, oui, écoute le podcast et puis rencontre-le. Oui, quand tu veux, je te donne ses coordonnées. Avec plaisir. Non, Rémi est un gars super. De l'ours, c'est-à-dire qu'il les connaît. Lui, comment le définir? À la fois, c'est un conférencier, vidéaste. Je l'ai rencontré par la FCP d'ailleurs, l'Association française des conférenciers professionnels. Bien sûr. Et donc Rémi, depuis, je sais pas, 30 ans, 40 ans, se balade un peu partout dans le monde pour rencontrer des ours et faire des documentaires sur les ours, et puis aussi pour c'est un naturaliste, donc il s'intéresse pas seulement aux ours, il était spécialiste au départ plutôt de je crois d'animaux australes, tu vois, comme les je sais pas exactement quels oiseaux, et des pingouins ou des manchots. Je sais plus, ceux qui vivent au nord ou au sud. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, on s'est rencontrés, ça a tout de suite matché. Et je me suis dit, voilà, on va faire un podcast ensemble. Donc, je t'invite à regarder ou à écouter le podcast. Je sais que pour la petite histoire, hier soir, je regardais une information américaine. Starbucks aux États-Unis fait un carton au point d'avoir des violences dans la rue pour acheter ce truc-là. Ils ont fait pour Noël un petit ours, en verre, pour boire du café, que les gens s'achètent. Ils sont à 5h du matin pour trouver ce petit ours en verre, et ils le revendent à 200 € sur les réseaux sociaux parce que c'est le produit introuvable chez Starbucks. Ils ont repris l'ours aux États-Unis, mais ils nous ont toujours fait chier, c'est de Starbucks. Ok, d'accord. La guerre était sauvage. Et qu'est-ce que tu veux tu vois, c'est quoi l'enseignement? S'il y avait un truc que tu disais pour quelqu'un qui voudrait commencer aujourd'hui avec, peu importe, un acteur dominant comme Starbucks ou pas d'acteur dominant, tu vois, c'est quoi la... D'abord, jamais écouter ceux qui t'expliquent que ça marcheront jamais. Ça, c'est quand même le truc que tout entrepreneur. D'abord, l'entrepreneur doit toujours éliminer de sa vie les gens qui brisent ses rêves. Ça, c'est un truc absolument évident. Je peux te dire que à quelques pas d'ici, pour l'ouverture du tout premier Columbus Café, qui était Richelieu-Drouot, il y avait un peu le tout métier de la restauration, dont le président de McDonald's de l'époque, Starbucks, c'était arrivé 10 ans plus tard, qui me dit c'est très joli, ton Columbus, mais ça marchera jamais. Le mec, le patron de McDonald's en France, il me dit que c'est pas que ça marchera jamais, mais tu ne tiendras jamais assez longtemps avant d'imposer un concept nouveau en France, comme nous, quand on s'est installé en France en 1979 à Strasbourg, et qu'on a mis 600 millions de francs de l'époque avant d'atteindre la rentabilité. Il avait raison. Il a fallu 10 ans, en fait, pour atteindre à peu près la rentabilité d'une chaîne, en fait, de magasins. Donc, en fait, ne jamais écouter les gens qui expliquent que ça ne marchera jamais, mais ça, c'est le principe de base. Ne jamais abandonner. Tu sais, dans les difficultés qu'on a eu dès la première année, parce que la première année, on a tout planté. C'est pas compliqué. On a eu tout faux. On peut pas faire plus faux sur les 3-4 erreurs principales d'un commerce qui peut se lancer. Mais en fait, j'ai toujours pensé, j'avais acheté à San Francisco un truc, un rocher en carton-pâte, comme les Américains adorent, avec une phrase à la con, mais qui te motive quand ça va pas, tu sais. Ils ont tout ça sur leur bureau. Celui-là, il est resté sur mon bureau longtemps, qui dit en fait, winners never quit. Et quitters never win. Et je crois que si tu veux que je retienne juste une leçon de l'aventure Columbus, et pourtant il y en a des milliers, c'est vraiment de se dire, on n'abandonne jamais quoi qu'il arrive, tant qu'il y a encore une petite lumière qui brille en toi, et tant que les abrutis qui t'expliquent qu'il vaut mieux que tu arrêtes quand même, n'ont pas encore raison. Tu sais à un moment où il faut arrêter.
Mais globalement, il est rare le moment où il faut arrêter. Enfin, il y a évidemment des moments où il y a plus d'issue, où il y a plus de capacité à penser différemment pour trouver des solutions. Oui, on peut rebondir tout simplement. Mais totalement. Et l'autre leçon évidente, c'est justement quand on n'a plus d'argent, l'imagination reprend le pouvoir tout de suite. C'est-à-dire quand les riches sont cons en fait, parce que globalement l'argent donne pas de talent. Ouais. L'argent donne pas de talent. Enfin, il y a pas d'effort quand tu es riche. Quand riche au sens j'entends bien. Richesse, mais où tu n'as pas besoin de faire des efforts. Et ça, c'était fascinant à quel point la créativité et toutes ces thématiques, tu les connais bien, elles se débrident en fait dans la contrainte. Et la contrainte crée le talent, enfin révèle le talent. Je sais pas si elle crée le talent, elle révèle le talent. Oui, elle nous permet à chacun de nous d'aller chercher un ressort qu'on n'avait pas encore imaginé. Oui. Mais il faut que la motivation reste profonde. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas de motivation. Et elle vient pas toujours de là où on croit, en fait. Parce que on trouve un réel plaisir dans l'adversité. Enfin, honnêtement, ces 10 années ont été absolument effroyables, globalement. Mais effroyables. Mais c'est les plus belles années de ma vie. En fait, les plus excitantes. Et puis tu t'aperçois que la difficulté s'amenuise à mesure que tu les traverses à chaque fois. Enfin, c'est plus un sujet du tout. C'est vraiment, on se construit une espèce de carapace, en fait, de téflon et de béton. En fait, moi, je suis de béton recouvert de téflon. Globalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'affectent, à part la santé. Les problèmes de santé, c'est la seule chose finalement qui m'affecte dans la vie, en fait. Vraiment, sincèrement. sincèrement. Et si tu me disais, donc, c'est quoi les 4-5 erreurs que tu as faites? Tu m'as dit... la première était évidente. Je parlais de ce coin de rue entre trouver le bon endroit. Location, l'emplacement. C'est la clé de l'immobilier. Mais tu sais, la France est l'un des rares pays au monde, je crois, où on a une aberration. C'est le concept de fonds de commerce ou de pas de porte qui consiste en fait à acheter le droit de payer le loyer à la place du mec précédent. C'est une aberration complète parce que ça te ruine complètement un concept éventuellement. Et du coup, effectivement, j'ai choisi 2 mauvais emplacements, persuadé que erreur historique, c'est que un endroit neuf ne vaut rien. Donc en fait, ça ne servait à rien d'aller dans des endroits qui étaient en train de se créer, dont un qui était magnifique en fait, qui était au Passage des Princes, qui était un nouvel endroit magnifique, un passage art nouveau rénové à Richelieu-Drouot. Enfin un Passage des Princes, mais il ne passait jamais personne. Donc on était, comme on dit en commerce, vraiment à l'abri du pognon. Et à Euralille, qui était un nouveau centre commercial qui s'ouvrait en 94. Pareil, on était à l'entrée du centre, mais c'était un désastre absolu. Donc l'emplacement. Deuxième erreur gravissime, c'est de penser que les gros qui étaient... Moi, j'avais déjà commencé à faire avec mon premier bouquin beaucoup de conférences dans des grandes entreprises que tu connais par cœur comme moi. Et je pensais que les gros de ce marché, les marques connues, qui étaient à l'époque Brioche Dorée, Paul le Boulanger, verraient ce qui se passait aux États-Unis. Ils ont mis 30 ans avant d'inclure une gamme de cafés gourmands dans leur carte. Les gros sont lents. Donc, les petits ont cette espèce d'agilité de vitesse. Ça, je l'avais pas compris. Et puis, ça, c'était mes 3 erreurs. Et de penser qu'effectivement... Parce que t'espérais que les gros ouvrent ton marché? Oui, parce qu'en fait, j'ai mis pendant 10 ans, on m'a pris pour un dingue. Oui. C'est-à-dire, jusqu'à l'arrivée de Starbucks sur le marché français en 2003, on m'a dit, t'es dingue, jamais les Français ne le font. Ça faisait quand même 10 ans déjà qu'on le faisait. On avait 45 points de vente qui sont arrivés, mais pour autant, effectivement, personne ne pensait que ça marcherait. Et la troisième élément, effectivement, c'est que quand on disrupte, parce que quelque part, j'étais un disrupteur à l'époque, parce que je répète que je l'ai répété souvent, pas à toi, mais il y avait 500 000 cafés en France en 1900, il en reste 30 000. Il s'est passé quelque chose quand même sur ce marché. 500 000 à 30 000. Ouais, de 500 000 à 30 000. C'est simplement en fait que les gens ne répondaient plus en fait aux attentes, notamment féminines, des clientèles françaises. Et de l'époque, 94, ça paraît déjà très loin, mais en même temps, moi, ça me paraît être hier. Simplement, quand tu disruptes, le timing est un élément clé du succès. C'est-à-dire, en matière d'innovation disruptive, trop tôt c'est trop tôt, trop tard c'est trop tard. C'est-à-dire que tu rates le cash, tu peux ramer très très longtemps avant d'avoir raison, mais quand tu as raison, regarde, tous les disrupteurs, Blablacar est aujourd'hui le leader du covoiturage dans le monde, ça a été le premier. Doctolib était le premier à faire, ils sont en train de devenir le premier. Il n'y a pas de miracle, c'est 3 erreurs. Puisque je réponds à ta question, l'emplacement, penser que les gros sont rapides alors qu'ils sont lents et qu'il faut profiter de son avantage quand on est petit. Et puis le fait que effectivement, il faut être au bon moment, ou alors il faut tenir longtemps. Ce que m'avait dit Monsieur McDonald, il avait raison. Il faut tenir longtemps. Il faut tenir longtemps, et il faut tenir. Sauf si on s'emmerde. Alors là, il vaut mieux arrêter tout de suite. Bien sûr. Parce que si tu veux, tu fais pas 90 heures par semaine, 7 jours sur 7 pendant 10 ans, si tu prends pas du bonheur. Ça, c'est juste pas plaisir. Mais ça aussi, c'est un vrai sujet. Ça, pardonne-moi, mais ça, c'est ok, un vrai apprentissage de l'aventure. Ouais. J'ai bossé comme une brute pendant ces années, et je me suis jamais senti fatigué, en fait. Et c'est vraiment un truc dont je suis convaincu, c'est que la passion n'a jamais fatigué personne, mais que l'ennui use n'importe qui. Tu sais, moi, pendant le Covid, il y a un truc on parlait de Covid tout à l'heure ensemble avant de démarrer cet entretien, et il y a un truc qui m'a fasciné, c'est qu'il y a des gens qui se sont ennuyés. Tu leur donnes du temps. Il y en a eu. J'ai eu plein de gens qui se sont ennuyés assez rapidement.
Et là, je me dis, c'est dramatique. Quand tu commences à moi, je crois que de ma vie, je me suis jamais ennuyé. J'ai réfléchi à ça récemment à cause de ça. C'est terrifiant. Donc, effectivement, l'ennui est le pire des maux. Et quand on est passionné, il n'y a pas de fatigue. Puis il y a autre chose, je pense que ça dépend de son niveau de conscience, mais moi, je me suis vraiment aperçu que on s'ennuie pas quand on est bien avec soi. Bien sûr. Tu vois, l'ennui vient aussi du fait qu'on n'est pas bien avec soi. Absolument, bah ça, je suis bien d'accord avec toi. Et donc, il y a quelque chose qui doit émaner de l'autre pour m'empêcher d'être trop avec moi, tu vois. Alors que sinon, tu vois, regardez là où on est, c'est déjà une chance, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Superbe endroit. Donc, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, là, donc les grandes erreurs qu'on peut faire. Et attention de ne pas les répéter, parce qu'en plus, des fois, quand on les comprend pas, on les répète. Oui, mais alors, il faut les années, parce que tu vois, Columbus, en fait, si je poursuis un tout petit peu l'expérience et ce qu'elle m'a appris, c'est l'échec. Parce que Columbus est un échec d'une certaine façon. Non pas la chaîne aujourd'hui qui est un succès, puisqu'elle a à peu près 300 et quelques magasins, mais c'est un échec parce que c'est plus moi qui la dirige, parce que tout le monde le sait, je me suis fait virer par mes actionnaires au bout de 10 ans, dans une espèce de truc incroyablement violent, en fait, absolument violent, genre de trahison d'associés, etc. Et là c'est une vraie épreuve, puisque tu parles de traversée, c'est sans doute ma traversée. Ma traversée à moi, c'est sans doute celle-là, en fait, professionnellement. Puisque, en fait, si tu veux, on est, si je te raconte ça, ça t'intéresse ou pas? Ouais, vas-y. Mais, en gros, on est en juin 2004. On est, attends que je dise pas de bêtises, oui, 2004, en train de présenter aux actionnaires qu'on avait fait rentrer quelques années avant, qui étaient des indépendants, en fait, des financiers privés, parce que je te rappelle, quand on a commencé effectivement à lever des fonds, en gros, si tu mettais pas un .com sur ta marque, tu levais rien. C'était en 93-94. Ensuite, 2000, effectivement, c'était l'explosion de la bulle, enfin, avant la bulle Internet. Et effectivement, on avait fait rencontrer des investisseurs en 2098, en fait, lesquels ont pris le pouvoir, en fait, trop vite, mais je le savais, puisqu'on avait donné après tout ce qu'on pouvait donner, on avait une quinzaine de magasins, il fallait quand même faire grandir la chaîne avant que Starbucks n'arrive, etc. Et du coup, je me dis, ok, j'accepte de me diluer pour grandir. Classique, du truc entrepreneur qui a déjà donné tous ses cautions perso, tout ce qu'il peut donner, il l'a donné, etc. Et en fait, en 2004, donc ils avaient pris le pouvoir, retournement de pas mal de choses, et en gros, ils me disent au moment où je présentais en fait ton nouveau plan, les nouveaux projets, le compte d'exploitation de l'an prochain, etc. Il me dit, bah écoute, tu peux partir, on a changé les clés du bureau, de toute façon, t'es viré. Ben bon, j'avais plus le pouvoir capitalistique, et je leur en veux même pas. Il n'y a pas de raison de leur vouloir, parce que c'est le capitalisme. En fait, c'est un hold-up légal. J'ai pas été capable de développer cette chaîne sans l'argent des autres. J'en accepte le principe. J'en viens sur la façon dont s'est passé ce jour-là, où je me rappellerai toute ma vie, où j'avais quand même sacrifié beaucoup de ma vie privée, de la vie privée de mon épouse, de ma famille, pour dire, écoute, peut-être moins partir en vacances, etc., pour payer les salaires, parce que pendant 10 ans, quand même, je privilégiais quand même les 150, 250 collaborateurs qu'on avait, plutôt que de me payer normalement. Je me suis arrêté au pied de l'église de la rue Notre-Dame de Lorette, où j'habitais pas loin. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Comment j'annonce à mon épouse que l'aventure est terminée, etc. Tu sais, il y a un film qui m'a toujours pas fait marrer, mais qui m'a fait souvent réfléchir, avec Tim Seat, où le mec perd son job et il sait pas comment il va annoncer sa femme, il décide de tuer toute sa famille. Alors, j'aurais pu tuer ma famille, si tu veux, j'aurais pu envisager l'option tuer ma famille. Mais je me suis dit, peut-être pas. Mais surtout, je me suis dit, d'abord, il n'y a pas d'échec. Enfin, cette aventure a été absolument sublime. Je suis allé voir mon épouse, écoute, je vais avoir un peu de temps déjà, donc ça, c'est plutôt beaucoup mieux. Et en fait, personne me croit. Je te dis, c'était en juin, c'était le 24 juin, je crois, 2004. J'ai passé un été là-dessus, à régler les problématiques, etc. Et 1er septembre, je redémarrais, en fait, ma nouvelle vie. Et avec beaucoup de bonheur, en fait, et sans aucun état d'âme, en fait. Et je pensais pas, honnêtement, je pensais pas en être capable. Et tu connais Charles Pépin, qui est un philosophe qui a écrit beaucoup sur l'échec. Il a plein de phrases passionnantes dans ses bouquins, mais celle que je préfère, qui s'applique le mieux à moi là-dessus, je trouve, c'est que le meilleur moyen de réussir son échec, c'est de l'attribuer aux autres. De rater son échec, pardon, c'est de l'attribuer aux autres. Moi, j'ai vraiment vécu ça. Et aujourd'hui, effectivement, j'en parle toujours avec beaucoup de légèreté, en fait, de cette partie-là, parce que je vois pas où est le problème. Enfin, clairement, tu sais, je raconte aussi souvent que, dans mes conférences, quand j'interviens sur le thème de l'entrepreneuriat, que j'ai été appelé en septembre de cette même année par le magazine Courrier des cadres. Je sais pas s'il existe encore d'ailleurs. La rédactrice en chef m'appelle pour me dire, voilà, je vous appelle parce qu'on vient de changer la formule du magazine qui sera en kiosque à la fin du mois avec une nouvelle promo, etc. Et on aimerait vous mettre en couverture du prochain numéro parce qu'on fait un thème sur l'échec et on aimerait vous mettre en couverture du magazine. Excellent. Et là, bah oui, mais alors attends, évidemment, j'en ai parlé à mes potes qui me disent, tu vas être le roi de la loose. Fais pas ça. Et je lui dis, mais
what the fuck, de quoi ai-je honte dans cette aventure, si quel est d'avoir l'humoriste donné du bonheur en fait à des clients pendant des années, d'avoir créé une boîte qui aujourd'hui fait vivre 2 ou 3 000 personnes, dont je reste actionnaire même si je garde mes actions, même si je suis très 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 dilué. Il y avait aucune honte à rien. Enfin, je veux dire, c'était que du bonheur cette histoire, y compris ces 2 mois un peu compliqués. J'en conviens volontiers, mais il n'y a pas d'échec. Il y a que des trucs qu'on a abandonné trop vite, qu'on n'a pas tenté malgré tout, qu'on n'a pas essayé en fait. Non, c'est une vraie belle aventure malgré 10 années fatigantes et qui n'ont pas été mais financièrement c'est peu important. Enfin, on fait pas ça pour l'argent. Enfin, si on en a, c'est bien, mais c'est pas l'objectif. Et tu parlais de trahison, donc j'imagine qu'il y a des moments qui ont été un peu difficiles. C'est la seule chose. Ouais. C'est le seul truc en France. Pas en France, dans la vie que je ne tolère pas. J'accepte tout, mais la trahison, c'est inacceptable. Une espèce de trahison née de jalousie, comme souvent dans les couples d'associés. Tu sais, dans un couple d'associés, bah, je l'ai dit aussi souvent parce que du coup, j'avais écrit un bouquin, tu sais, qui a d'ailleurs démarré un peu cette histoire, qui s'appelle Bienheureux les fêlés, qui était l'histoire de Columbus Café, que j'ai écrit en 2003. Là aussi, je me marre souvent là-dessus parce que mon épouse américaine, je l'ai connue en 82 à New York, tu vois, ça fait 43 ans, on est toujours ensemble. On n'était pas mariés à l'époque. Elle est américaine, elle parle pas trop mal français, mais pas au point de lire un bouquin français. Donc ça m'arrange, comme ça je peux écrire ce que je veux. Et heureusement, elle a jamais lu celui-là, si tu veux, ce qui est formidable parce qu'elle a ignoré à peu près. Ça aussi, c'est une leçon d'entrepreneur que je retiens. Enfin, pas une leçon, mais un souvenir d'entrepreneur. C'est qu'en fait, je crois qu'elle s'est pas aperçue de à peine 10% de ce que je vivais dans la journée pendant 10 ans. Et ça, je l'ai répété souvent aussi dans mes interventions sur l'entrepreneuriat, c'est que c'est ça le vrai métier de l'entrepreneur. Que moi je résume en gros entre importer des emmerdements et exporter de l'enthousiasme en fait, qui est notre métier d'entrepreneur ou de manager quand on traite avec des managers dans les boîtes. Et en fait, je crois que ça c'était une vraie leçon, mais j'ai oublié ce que je voulais dire avant. Du coup, je m'emporte et je sais plus. Tu me parlais de ton livre. Oui, le livre. Oui, et ensuite de ta femme. Oui, que j'adore, mais je sais pas pourquoi je parle tout le temps. Peut-être simplement je sais plus quel était le fil conducteur de cette. Le fil rouge, on parlait d'échecs. Ah oui, si. Attends, excusez que je répète souvent aux entrepreneurs quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Du coup, ça me reviendra. Mais c'est pas grave. Ça me reviendra. Je m'emporte. Oui, on était sur la trahison. C'est ça, trahison. Effectivement. Et la trahison, effectivement, c'est le seul truc que j'accepte pas. Parce qu'effectivement, oui. Tu parlais des jaloux. Non, je sais. La leçon que je donne, pas la leçon. Ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est le seul truc à éviter pour moi dans un couple d'entrepreneurs, c'est le 50-50. Parce que t'étais en 50-50. Oui. Ça fait partie des erreurs, ça. Le seul truc à ne jamais faire. Bien sûr. Prenez 49, prenez 51, ne soyez jamais à 50-50. Parce que surtout quand vous vous associez jeune et que les personnalités vont commencer à se former, à se façonner, à évoluer avec des relations, de l'impact, du charisme, du non-charisme, du machin, etc., que se développe une espèce de jalousie, des gens qui se mettent entre les deux, etc., et qui terminent à des horreurs absolues. Dans 50-50, il faut jamais faire ça. Jamais. Plutôt un tiers, éventuellement, mais jamais 50-50. Et plutôt ne pas entreprendre qu'à 55 ans. Ou plutôt ne pas... Oui, c'est ça, en gros. Et 49 plutôt que 51, s'ils veulent, mais le pouvoir, c'est toujours mieux quand même. Je suis d'accord avec toi que 50-50, c'est... L'horreur absolue. Oui, c'est l'indécision totale. Les seuls qui ont marché, parce que je les ai rencontrés en 86 avec mon bouquin Service Compris, c'était Dubreuil et Pelletier, qui m'ont donné les 3 clés. Je sais pas si tu les connais, les 3 clés, qui étaient leurs 3 clés. Non, vas-y. C'est 50-50, parce qu'au début, quand ils ont fait leur premier Novotel, effectivement, il y avait un Novotel. Ils pouvaient encore parler de notes de frais, de mettre des restaurants. Toi, tu mettais le restaurant, moi, je mettais le restaurant, etc. C'est ça aussi, les entrepreneurs. Ils disaient, en gros, c'est que l'égalité au centime près dans tout ce qu'on fait. Premier truc. Deuxièmement, si on n'est pas d'accord, s'il y a un veto de l'un, on ne fait pas. Deuxième règle d'or. Et troisième règle d'or, on a des dissensions et des contradictions et des engueulades, mais jamais en public. Les 3 clés, c'était Dubreuil qui me racontait ça, nos 3 clés qui nous ont fait durer comme le roux combalusier des ascenseurs ou les Dubreuil de l'hôtellerie, c'était ça. Mais globalement, 50-50, c'est compliqué. Oui, alors après, ça peut fonctionner dans un vrai couple à 50-50. Oui, ça c'est différent. Okay. Mais tu vois, il y a de l'enjeu qui est pas le même. Oui, mais je pense que ce qu'on réussit à faire de Dubreuil et Pelletier, c'est quand même d'arriver à créer une sorte de vrai couple. Absolument, mais bien sûr. Alors que beaucoup d'associés ne sont pas dans un vrai couple. Tu vois, ils ont même pas compris que c'était un couple. Je sais pas comment dire autrement. Oui, et puis les déséquilibres se forment inévitablement avec les années, etc. Et puis de toute façon, comme dans des couples, il y a aussi des couples qui fonctionnent pas. Bien sûr. Et il faut des vraies compétences très très complémentaires en fait, et pas les mêmes. Et puis je vais te dire un truc, dans une boîte il faut un chef et pas 2. Ça c'est aussi con que ça. C'est très basico-basique, mais aujourd'hui le leadership et le charisme ça s'invente pas et il en faut un.
Voilà, et quand il y en a un qui n'en a pas envie et qui veut pas que ce soit toi, ben globalement, vaut mieux réfléchir, Ça, c'est s'arrêter. compliqué. Et puis surtout, et puis peut-être aussi, je pourrais avoir l'honnêteté de dire ça, ce que je fais rarement, parce que je parle rarement de ce sujet-là, c'est que j'aurais dû, parce que je le sentais, traiter le truc avant. C'est ça, exactement. Parce que je l'ai pas fait. Mm. Je dis, écoute, Coco, enfin, faut qu'on en parle, quoi. T'es pas heureux, faut qu'on en parle. Enfin, ça, je l'ai pas fait, et c'était ça mon erreur majeure. Tout était visible, mais tout le monde l'avait vu sauf moi. Et donc voilà. Ouais. Donc, ça, c'est une vraie leçon, mais qui est pas idiote pour ceux qui vont vivre ça éventuellement un jour. La majorité des trahisons, on les a co-créées en ayant soit pas à un moment donné géré l'affaire, Absolument. soit en faisant du déni. Enfin, tu vois. Complètement. J'avoue. Je pêche. J'ai vécu ça aussi. Donc. Bon. Si on revient maintenant à d'autres traversées, puisque tu parlais de New York, pas des États-Unis, mais spécialement de New York, de cette ville, de ce qu'elle t'a apporté, de ce qu'elle t'apporte toujours. Tu peux nous dire un peu, tu vois, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que cette ville t'a apporté? Quel soutien elle t'a apporté dans ton affaire? Moi, elle a été le début de ma vie professionnelle, en fait, parce que, en fait, j'ai fait ma coopération là-bas, donc, sans du tout savoir ce que j'allais y faire, là, en tant qu'attaché commercial. Et en fait, il s'est passé un truc quand j'étais à l'ESSEC, comme étudiant, j'avais écrit un premier bouquin en tant que j'étais président de la junior entreprise de l'ESSEC. D'ailleurs, c'est marrant, tu sais, on a quand même des parcours qui sont nés quand même à nos expériences d'études, même si je retiens pas ce que j'ai retenu à l'ESSEC, mais je retiens deux trucs, c'est que j'étais président de deux associations, la junior entreprise de l'ESSEC, c'est quand même, ça forme à l'entrepreneuriat, et les mardis de l'ESSEC, qui était en fait l'association qui reçoit tous les mois des entrepreneurs et des personnalités dans l'amphi de l'ESSEC pour truc. Donc et ma vie a été faite de médias, d'interviews et d'entrepreneuriat. Donc quelque part il y avait quelque chose là. Mais j'ai écrit un premier bouquin en fait sur le marketing direct, ça s'appelait Marketing Direct à l'époque, qui m'avait fait rencontrer en fait Jean-Louis Servan-Schreiber de l'Expansion, patron du magazine. Et en fait bizarrement, je sais pas pourquoi, il m'avait contacté en fait à mon retour de New York pour me dire qu'il avait un projet. Parce que moi j'avais qu'une envie, c'était de rester à New York. New York est une ville qui est ma ville en fait depuis toujours. J'ai un appartement depuis 30 ans, etc. Et mon épouse est américaine, donc on y passe beaucoup de temps. Et en fait, il voulait lancer, figure-toi, un produit qui s'appelait Télexpansion, qui était un produit d'information en ligne en 1986, en 1984. Et il m'avait dit, venez voir un peu ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont un peu d'avance avec ça s'appelait du vidéotex à l'époque. Et je me souviens toute ma vie. De l'arrivée en 1984 de l'Apple, du Macintosh sur le bureau de Jean Boissonnat qui était rédacteur en chef et Jean-Louis Servan-Schreiber qui était effectivement président du groupe Expansion et Jean-Louis Gasset qui était le président d'Apple France qui avait lancé Apple. Et je voyais cet outil. À l'époque, j'avais la seule secrétaire de ma vie pendant ces 3 années. Je dictais des trucs au dictaphone, elle tapait, enfin le Moyen-Âge absolu. Et ils avaient ces deux outils. Moi, j'en rêvais. J'étais avec mon Minitel avec un écran ABCD. Et en fait, je rêvais de ce truc et ils ne l'ouvraient jamais. Et je leur ai dit au bout de 6 mois, les mecs, je crois qu'on est un peu en avance sur le marché parce que personne n'utilisera cet outil. Donc, on est un peu tôt. Donc, du coup, ils m'avaient nommé en fait éditeur du magazine. Très vite, très jeune. Et là, cette nuit-là, enfin ces nuits-là, en plus de mon boulot d'éditeur, j'écrivais mon premier bouquin, Service compris. C'est ça qui m'a amené à New York, en fait, qui a changé ma vie, puisque c'était mon premier livre qui a été mon fameux bouquin 500 et quelques mille exemplaires en 86. C'est quand je suis rentré de New York, où il y avait cette espèce d'énergie, de joie de vivre de l'époque, en tout cas, même s'il y a toujours là, mais dans une Amérique qui, pour le coup, ne me donne plus envie d'être joyeux en ce moment, mais c'est un autre sujet du moment. Mais quelque part, je trouve que les Français avaient un vrai sujet sur la non-expérience client, le non-service, le non-sens du plaisir, de la joie, de la convivialité, etc. Et ça m'a marqué toute ma vie pour essayer, en fait, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie en termes de conférences de bouquins, c'est de rendre les Français plus souriants, plus serviables, en fait, qui est un énorme enjeu. J'ai pas tout à fait réussi, mais avant, ils étaient déprimés. Avant, ils n'étaient pas encore déprimés avant. Ça, c'est venu un petit peu après. Mais globalement, New York a changé ma vie là-dessus. Et depuis toujours, elle me donne cette espèce d'énergie en permanence d'une ville à laquelle on comprend rien parce qu'elle bouge tout le temps sans jamais. Elle se réinvente toujours. Elle est tout le temps la même en se réinventant en permanence. Et j'y vais en gros tous les 2 mois depuis 40 ans, quoi. En gros, c'est un moment où c'est là que je retrouve en fait mon énergie permanente. Et t'as fait de l'activité là-bas? Je dirais que par exemple tes livres, tu les as vendus là-bas? Non, pour une raison simple, c'est qu'en fait le problème, c'est que sur mes sujets, on n'a aucune crédibilité aux États-Unis. Et ça a jamais. J'ai été traduit, notamment Service compris, en italien, en espagnol, en portugais, etc. Parce que la qualité de service en France, c'est pas un exemple. Tout le monde sait qu'on est nul. Donc en fait, aucun Américain va lire un bouquin sur l'expérience client vu par un Français parce qu'on est mauvais comme tout. Ils nous connaissent comme étant très mauvais. Donc non, j'ai jamais eu d'auditoire là-bas, ni d'audience, ni de bouquins, ni écrit en langue anglaise non plus. Donc en fait, non, c'est vraiment un moment. Moi, en fait, j'ai 2 vies. J'ai une vie de française où je bosse et où je bosse.
et une vie américaine où je m'inspire et je me régénère en fait. D'accord. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et j'en ai vraiment besoin. Même si encore une fois, je le répète, là j'ai passé une semaine, il y a une semaine justement, et je suis effondré de ce qu'est en train de devenir l'Amérique. Je te cache pas que les attaques permanentes sur la démocratie américaine, et je passe mes nuits à regarder, heureusement, les jeunes youtubeurs démocrates qui sont en train de créer un contre-pouvoir face à ce qui est en train de se passer, qui est absolument délirant. Enfin, les médias français sont dramatiquement ils ne disent rien. On ne sait absolument pas ce qui se passe aux États-Unis actuellement. C'est absolument terrible ce qui est en train de se passer. Heureusement, ça va un peu bouger, mais là, ils sont en train de menotter et de préparer pour les 5 prochaines années en fait un nombre de décrets exécutifs qui vont rester très longtemps dans la démocratie américaine. Donc, c'est très inquiétant. Enfin, l'Amérique est très inquiétante en ce moment, à tous égards. Je l'adore. J'adore l'Amérique, mais je n'aime pas une partie de l'Amérique à l'évidence. Mais New York, malgré tout, me donne de l'énergie. Si maintenant on partait sur d'autres traversées, je dirais que ça peut être aussi des traversées. Alors tu as eu traversée professionnelle, tu m'as parlé un peu de traversée personnelle là, ou intime concernant Columbus et cette trahison. Oui, bon ça c'est pas grave. Et justement, c'est quoi les autres traversées? Tu m'as dit c'est la plus grande traversée Columbus, mais c'est quoi les autres traversées qui te... Non, moi, enfin à titre personnel en fait, une des moment difficile de ma vie depuis une dizaine d'années, c'est la fin de vie de mes parents, qui est malheureusement celle de 10 millions de Français. Je dis pas à nos âges parce que je suis le plus vieux des deux, mais en tout cas, plus tu t'aperçois que autour de toi, tout le monde est confronté aux mêmes problématiques de maladies neurodégénératives, etc. Et malheureusement, j'ai vécu depuis 25 ans à peu près, pour mon père Parkinson et maman Alzheimer, dans des conditions qui demeurent extrêmement douloureuses, en fait, et qui ont modifié ma vie depuis 10 ans de manière absolument dingue. C'est-à-dire, en fait, pour te faire très court, mes parents, mon père a eu une maladie pendant 25 ans de Parkinson, une maladie les plus longues qui soit, mais les plus dégradantes, parce que petit à petit, tu tombes et tu tombes vraiment en plus à la fin parce que ça se termine souvent par des chutes. Et petit à petit, ma mère a développé une maladie d'Alzheimer et tout ça, c'est une espèce de paroxysme de toute cette histoire en 2009. 2008, quand mes parents habitaient en Provence, une maison que j'adore, qui était un peu notre maison familiale. Je savais que papa, en fait, allait mourir dans les escaliers. Et ils y habitaient seuls. Moi, j'habitais Paris, j'allais très régulièrement, etc. Et je me suis aperçu que si je ne faisais pas quelque chose, ma sœur voulait s'installer à Cannes pour prendre sa retraite. Je les ai poussés à se mettre dans une maison de retraite Orpea à l'époque, ensemble. J'ai découvert un truc, c'est que dans les maisons de retraite aujourd'hui, je sais pas si tu le sais, si tu as déjà été confronté à ça, ce qui est une espèce d'horreur absolue, ces endroits, malheureusement, j'ai tellement pas envie d'y aller un jour, même si on risque tous d'y être obligés. Il n'y a pas de couple, il n'y a que des femmes, globalement. Il y a 90% de femmes, parce que les femmes meurent plus vieilles. C'est statistique, mais c'est aussi, tu les vois dans les maisons de retraite. Et du coup, il y avait qu'une seule chambre double, dont j'en ai profité pour dire, papa, on va essayer le truc, etc. Ça a duré 1 an, dramatique, parce que ma mère, à ce moment-là, sa maladie d'Alzheimer a commencé à s'accélérer, elle commençait à perdre ses repères, etc. Et en juin 2019, ils nous disent, semaine prochaine, on les sépare, jeudi prochain, votre mère sous clé, en fait, chez les Alzheimer, avec les fous, parce que c'est des fous, hein. Elles hurlent tout le temps, enfin, c'est une horreur, mais absolue. Et votre père dans une chambre plus petite, pour 10 000 € à 2 par mois, et vous n'avez pas le choix. Sinon, c'est pas le choix. Non, j'ai le choix. Je dis, mais non, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez partir, il n'y a pas de problème, on rend la chambre demain matin, on n'a qu'une seule chambre double, Orpea Cannes, un truc qui coûte la peau des fesses et dont on a mis le président en prison il y a quelques années. Après toutes les horreurs qu'ils ont fait subir normalement à certaines personnes dans certains EHPAD. Je m'y suis évidemment opposé, on dit on s'en fout. Ma sœur a pris la décision incroyablement humaine et courageuse de dire je m'installe avec maman dans l'appartement dans lequel je m'installe à Cannes, qui dure depuis maintenant 7 ans et qui est un cauchemar absolu. Mais un cauchemar absolu, de permanent de ma vie aussi. Je vais tous les week-ends à Cannes pour aider ma sœur Corinne à surmonter cette épreuve absolument abominable. Papa est mort en 3 jours. 3 jours. C'est-à-dire, au bout de 3 jours, effectivement, il était complètement... il est mort. Parce qu'en fait, ils l'ont assassiné, en fait. Vraiment assassiné. Parce qu'en fait, je leur avais dit, vous allez le tuer, ça fait 25 ans qu'il se bat par amour de son épouse pour être avec elle. Là, et si vous la séparez, c'est terminé, mais on n'a rien à foutre. On en a rien à foutre. C'était les réponses d'Orpea Cannes à l'époque. Un truc absolument dingue. Effectivement, au bout de 3 jours, il était dans le coma et au bout de 15 jours, il est mort à l'hôpital de Cannes. Et en fait, depuis ces moments-là, ça fait maintenant 7 ans que maman est allongée dans un lit médicalisé sans bouger depuis 6 ans avec ma sœur qui est quand même confinée depuis 6 ans sans sortir, sauf quand j'y vais pour aller faire les courses, etc.
Et c'est terrifiant. Comment gère-t-on en fait ces épreuves de vie que l'on a devant nous avec nos parents en termes de, je dis pas de sacrifice parce que je considère pas qu'on fait ni long. Elle fait un sacrifice de sa vie personnelle beaucoup plus fort que moi. Mais malgré tout, ça déstabilise toutes nos vies personnelles. Moi, je prends jamais de vacances à part que je te parle de New York. C'est aussi un peu par ça que j'ai besoin parfois d'aller un peu retrouver l'énergie un petit peu ailleurs, etc. Parce qu'en plan émotionnel, en fait, toi qui es beaucoup sur les émotions, on n'imagine pas à quel point ça te fatigue beaucoup plus en termes de fatigue émotionnelle que n'importe quel boulot, n'importe quel truc à faire à 2h du mat, à reprendre le TGV pour repartir 6h du mat de l'hôtel Ibis quand tu fais une conférence et que tu reviens le soir, etc. Parce qu'en fait, c'est ta maman, quoi. C'est tes familles, c'est tes parents qui t'ont tout donné. Moi, j'ai des tas d'amis qui me disent, mais vous êtes complètement dingue, nous mettez-les dans un... Je dis, mais tu voulez-vous, je vais mettre maman de toute façon. Moi, quand j'y vais, ça me prend 2h30 pour lui donner un verre de gazpacho qu'elle n'arrive pas à boire. Et moi qui n'ai aucune patience, je dois me forcer en permanence pour lui donner tout cet amour, etc. Donc ça, ce sont des moments extrêmement difficiles, enfin, que malheureusement, j'en parle parce que tous les Français sont exposés à ça. On sait qu'il y a 1 million de maladies d'Alzheimer en France. On est 66 millions, il y en a 1 sur 66 qui a une maladie d'Alzheimer. Rien n'est fait pour ça. Rien. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui n'est pas traité et c'est pas maintenant où il n'y a plus un rond pour, ni pour les retraites, ni pour autre chose qu'on va les traiter. Donc on a un enjeu sociétal qui est absolument dingue. On a le sentiment que c'est un pays qui fonce à la vitesse d'un TGV vers un mur sociétal absolument terrible, dont on ne s'occupe pas, et qui pour autant est un enjeu émotionnel et privé extrêmement difficile. Mais en même temps, il faut le faire. Enfin, moi, je suis ravi de le faire. Honnêtement, je le décris pas comme une difficulté, mais comme ça te prive de beaucoup ça te pompe une énergie créative importante, malgré tout. Oui, puis il y a une forme, pour moi, il y a une forme de souffrance, tu vois, de sa part, de la tienne, tu vois, il y a quelque chose de, même si ça peut générer de la compassion, hein, d'accord, ok, qui est pour moi le plus gros degré d'amour, mais il n'empêche que, mais en même temps, si tu le faisais pas, mais je pourrais pas ne pas le faire. Oui, c'est ça. T'as même pas de question. Tu te poses pas la question. C'est absolument, je suis épuisé. Ça paraît sympa Paris Cannes, mais c'est un cauchemar. Enfin, c'est très sympa si tu vas au festival de Cannes ou tu vas bouffer sur la plage. C'est pas du tout là que je fais. C'est pas du tout ça que je fais. C'est que je vais m'occuper d'une vieille dame qui ne parle plus, dont je peux plus supporter la question est-ce que tu le reconnais. Mais moi, j'en sais rien depuis 6 ans. Ce qu'elle a dans la tête, elle ne parle plus depuis 5-6 ans. Je lui parle, je l'embrasse, je lui fais comme si elle me comprenait, mais j'en sais rien. C'est horrible de voir quelqu'un qu'on aime à ce point partir et cette souffrance qui sert à rien finalement. Enfin, elle sert à rien à part le plaisir de voir encore ta maman que tu aimes. Mais en même temps, on se dit à quoi bon. Enfin, je veux dire, c'est des vrais. Tu sais, ce sont des sujets. Je voyais l'autre jour dans une série américaine que j'adore, qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, The Morning Show. Le type, en fait, sa mère lui dit, je vais mourir aujourd'hui. Il pense qu'elle va malheureusement le faire, etc. Elle était convaincue elle pense qu'elle est malade et qu'elle va mourir, etc. Et il se précipite en fait pour aller à son secours pour qu'elle le fasse pas. Et à peine le temps où il s'échappe 2 secondes, elle prend un cachet, etc. Et puis il se met sur elle et puis elle meurt devant lui. Cette scène est terrible parce que ces gens qui n'ont plus envie de souffrir. Maman, si elle avait sa tête, je me demande ce qu'elle ferait. Si tu veux, la vie qu'elle vit est tellement insupportable. Ça n'a aucun sens, la vie qu'elle a aujourd'hui. C'est une espèce d'esprit qui n'a plus de sens dans un corps malade, etc. Qui avec tous les problématiques de ce genre, t'imagines allongée sur le dos pendant 5 ans sans bouger, etc. Donc c'est le moment très difficile. Et le truc, c'est que tous les Français le vivent et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune structure qui gère ça. Et j'attends rien de l'État, mais même je vais attendre parce que c'est pas très triste, que c'est plutôt triste cette conversation de condensement et j'en suis désolé. Mais il n'y a pas de lieu qui peut y accueillir aujourd'hui une personne dans cet état-là. Puisqu'en fait, Corinne passe 8 heures à 10 heures par jour à son chevet pour finalement juste la mettre en survie, comme elle ne peut plus rien manger, d'autre que de liquide, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est vraiment des moments difficiles de la vie, quoi. Mais beaucoup de gens l'ont, nous on le traverse, ça durera, on sera là tant que ça durera, mais c'est très compliqué. Et je confirme que ça bouleverse beaucoup d'équilibre, en fait. Notamment dans l'énergie que tu peux... Il y a un moment, on a tous de l'amour à donner, mais il y a un moment, tu es un peu en rupture. Tu te dis, je donne beaucoup, quoi, en fait. Ben, ce qu'il y a dans ce que j'entends aussi, c'est, tu vois, c'est que quand on parle d'une traversée, on va quelque part. Ouais. Moi, je veux l'amener jusqu'à la fin. Donc là, on est en train de se dire, voilà, le quelque part, c'est dire au revoir ou dire adieu, quoi. Ouais. Okay. Et ça aussi, ça peut faire partie d'un chemin qui est pas que simple, tu vois, parce que... Mais c'est ça, tu as raison. Moi, j'aimerais l'emmener jusqu'à la fin de manière confortable. Et d'ailleurs, c'est le vrai sujet. Mon épouse, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans le début de notre entretien, me dit, mais pourquoi veux-tu qu'elle parte ?
Elle se lève chaque fois, tous les matins, avec les 2 personnes qu'elle aime le plus au monde. Pourquoi veux-tu qu'elle parte? Et elle a raison. Sans ça, si ma sœur ne donnait pas tout cet amour toute la semaine et moi les week-ends quand j'y vais, elle serait plus avec nous. Tu la mets dans un hôpital, en 2 jours, elle s'en va. Comme papa est parti en 3 jours parce qu'il s'est dit de toute façon je la verrai plus, ils l'ont enlevé et ils l'ont enlevé de ce cauchemar. Donc quelque part, mais tu vois, à un moment c'est quand même sur tes épaules malgré tout. Ah bien sûr. Et tu te dis c'est lourd, c'est quand même lourd et t'es vachement content de le faire. Mais c'est dur. Ça c'est une des traversées que je trouve les plus difficiles. En fait. Pour moi parce que c'est l'amour de ta vie quoi. Enfin globalement ta maman et ton papa, enfin surtout ta maman quand on est un mec, c'est un truc important quoi. Je pense que pour tout le monde, la maman, c'est essentiel. Ta sœur le prouve aussi. Absolument. Tu vois, donc il n'y a pas besoin d'être un garçon. Non, mais j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Non, mais une mère, c'est quand même un truc unique. Quoi. Un père aussi. Moi, parfois, c'est plus conflictuel. Entre un mec et entre un fils et un père, parfois, c'est un peu plus compliqué. Je ne suis pas dans la même situation que toi, parce que moi, ma mère est décédée quand j'étais jeune. Donc, j'ai une autre histoire au rapport à la mort et aux parents. Et mon père est décédé juste avant le Covid. Donc pardon, d'un cancer. Non, mais c'est l'ambiance, mais non, mais pas du tout. C'en est une qui est dure. Non, mais pas du tout. Pour moi, la mort fait partie de la vie, tu vois. Il n'y a pas d'opposition. L'opposé de la vie ou l'opposé de la mort, ça serait la naissance. Donc, tu vois, tout ça, c'est partie de la vie. Bien sûr. Tu vois. Et donc, on s'enrichit aussi de ces expériences-là. Tu vois. Bien sûr. Comme tu vois, ça serait un échec de ne pas le faire. Ah mais ce serait une faute. Oui, bien sûr. Ce serait une faute. C'est pas une erreur, une faute. Ouais. Oui, bah. Oui. Mais je te répète, juste un truc qui me fascine, c'est des gens que je respecte, que je connais, souvent des gens connus. Quand ils me voient, ils me disent vous êtes complètement malade. Pourquoi vous faites ça? C'est là que ça me fascine. Ouais. Des gens que je pensais éduqués, bienveillants, normaux, à ma façon de ma normalité à moi. Ouais. Qui disent mais pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous vous emmerdez, mais parce que c'est ma maman. Apparemment ils ont pas le même amour. Mais c'est bizarre. Oui. Oui, bizarre. Mais pour moi tu vois c'est la plus belle. Enfin, je sais pas. Oui, j'aurais tendance à dire quand même que c'est la plus belle traversée de la vie, l'amour. Donc si on s'autorise pas à continuer à aimer quoi qu'il arrive. Ça marche plus. T'as bien raison. Ouais, tu vois, c'est pour moi le sens, il est là. Quand il n'y a pas de sens, il est là. Complètement. Et après, je peux entendre que ton histoire ou mon histoire et leur histoire n'arrivent pas aux mêmes endroits. Ça, c'est normal. Okay. Et puis, il y a des familles qui ont disrupté, qui ont pas marché, des parents qui ont été des enfants qui n'ont pas du tout l'amour que peut-être j'ai eu de mes parents, parents, etc. Tout ça s'explique. Je le renvoie pas du tout. Hein. Je comprends pas. Mais oui, c'est ça. Je juge pas, je comprends pas. C'est aussi bête que ça. Si on revenait maintenant à. Oui, dis-moi. Peut-être pas au monde de l'entreprise seulement, mais par exemple à ton aventure sur BFM, à ton aventure de conférencier. Qu'est-ce que si tu avais des choses à partager, ça serait quoi? Alors effectivement, moi ça fait donc en gros pour venir parce que je t'ai fait un petit peu un focus sur Columbus, mais en gros toute ma vie j'ai été à la fois, comme tu le sais, auteur, j'ai fait 9 bouquins, conférencier donc depuis ça va faire maintenant 40 ans, donc janvier 86. Premier bouquin d'ailleurs, Service compris. Bouquin sur la qualité de service. Tous les gens que j'interroge me disent que l'homme qui incarne ça en France c'est Bernard Darty, patron de Darty. Première personne qui m'appelle le 15 février 86, c'est Bernard Darty. Qui me dit j'adorais votre bouquin, c'est mon sujet, mais j'aimerais que vous veniez en parler dans ma boîte. J'ai dit je vous raconte, vous êtes mon idole. Pourquoi je voulais que j'aille chez vous? C'était ma première conférence. Et il me dit venez me voir. Et il a une phrase formidable que je retiendrai toujours en tant qu'entrepreneur. Il me dit vous savez, on a du succès, mais c'est pas parce que le succès est une invitation à s'endormir. Je trouvais ça magnifique. Et du coup, j'ai fait cette première conférence. Depuis, j'en ai fait, je les compte plus, mais plus ou moins entre 3 et 4 000 depuis ces 40 ans. Donc toute ma vie, j'ai tenté en fait à la fois de défendre des convictions, souvent à partir de mes bouquins. Mes 3 grandes thématiques, si tu veux, qui ont quand même structuré moi, mais à la fois ma vie professionnelle et mes convictions, c'est le culte du client et du collaborateur qui vont évidemment ensemble pour toutes les raisons que tu connais. Même si à l'époque de Service compris, on parlait pas encore d'expérience collaborateur, mais tout ça est très très lié. C'est l'optimisme et le mindset, au sens que ce pays de déprimé me rend fou furieux, il est incapable de se guérir. Avec mes bouquins, ne me dites plus jamais bon courage, tout va mal, je vais bien, etc. Et puis l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise. C'était les 3 grandes thématiques de ma vie. Et effectivement,
La plupart d'entre elles, j'ai essayé de développer ça par des bouquins et des conférences. Et l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de le faire aussi effectivement par BFM, puisqu'en fait, quand je me suis fait virer de Starbucks, de Columbus, je mélange un peu tout, à côté de l'ours ici et Starbucks, c'est juste à côté. Ce qui est très sympa, c'est que j'avais écrit mon bouquin Bien heureux les fêlés juste avant, et le patron de BFM Radio, qui à l'époque n'était pas encore une télé, puisque BFM c'est Business FM, on l'oublie jamais, on l'oublie toujours, mais à l'époque c'était juste une radio, m'avait dit j'ai adoré ton bouquin et je rêve d'un mec qui sait à peu près tenir un micro pour rencontrer des entrepreneurs et raconter les parcours d'entrepreneurs. Et j'ai démarré, je faisais toute ma vie en janvier 2025, ça fait 20 ans, ma première émission de radio le 10 janvier. J'avais pas dormi de la nuit alors que j'avais jamais eu de track de conférencier, etc. Je dis comment je vais faire une émission de radio, etc. Et j'ai juste adoré démarrer ça, et ça a été 700 émissions fabuleuses de rencontres de tous les entrepreneurs français, les plus connus, les plus établis, les moins connus, ceux qui émergeaient, etc. Et ça a été des rencontres un peu comme on le fait là, on en parlait aussi hors entretien tout à l'heure en installant un peu toutes les caméras. Le fait que la radio, c'est un truc exceptionnel parce qu'elle crée cette intimité que tu trouves pas en télé. Et à l'époque, on a fait quand même 10 ans, 15 ans de radio avant que ça passe en radio et télé. Et quelque part, ça a été 15 ans merveilleux, en fait, de rencontres exceptionnelles avec toutes ces figures iconiques, en fait, de l'entrepreneur français qui sont fabuleuses. Et je crois qu'on a donné beaucoup envie d'entreprendre à travers ça. Comme d'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais de le courrier des cadres et de cette couverture que j'avais faite sur l'échec. J'ai gardé la couverture, elle était horrible d'ailleurs. Elle était horrible. Tu t'imagines pas, et ça me ravit, mais toi aussi, tu le vis aussi avec tes bouquins, tes intervenants, tes interventions, etc. On se rend pas compte quand on écrit des bouquins, quand on fait des conférences, que malgré tout, on arrive à toucher le cœur des gens que tu attends pas toujours, ou de la façon dont tu t'y attends pas toujours, mais qui fait changer des choses, des postures, des envies, des façons de vivre, des façons de réfléchir. Et typiquement, Bien heureux les fêlés a créé probablement 1000, 2000 entreprises de gens qui disent j'avais jamais lu un bouquin, c'est ce qui a fait le succès du bouquin à l'époque d'ailleurs, c'est la première fois qu'on parlait d'échecs, d'échecs surmontés et de plaisir pris dans le fait de surmonter l'échec. Donc j'ai jamais eu moi de honte à parler de j'ai fait tellement de conneries, en plus il y en avait plein, et donc du coup ça c'est des moments importants de partage. Je pense que il faut dire les choses et qu'on arrive à déclencher des choses très inattendues par nos activités un peu bizarres d'auteur et de conférencier en fait. Et dans la conférence, quels sont les moments dont tu te rappelles ou les moments où tu as envie de partager? Écoute, je veux dire, il y en a tellement, mais en plus de celle de Darty. Non, oui, celle-là, elle est marrante parce qu'effectivement, le type qui te dit, c'est la vedette moi, t'es juste un jeune couillon de 26 ans qui a juste envie d'écrire 3-4 conneries. C'est ça la magie de ce bouquin. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ce bouquin avait aussi bien marché. Juste une anecdote, mais je peux te le raconter en 2 secondes, mais j'étais tellement, moi j'écris des bouquins quand je suis énervé, je suis souvent énervé, et en fait j'étais vraiment énervé je détestais la France quand je suis rentré à Paris, je voulais qu'une envie, c'était de repartir. D'ailleurs le job en New York me faisait repartir quasiment tous les mois pour voir ce qui se passait aux États-Unis sur la formation en ligne de l'époque, donc j'étais heureux, mais quand je revenais chaque fois ça me tombait sur le moral, les Français me trouvaient triste, se trouvaient pas serviables, etc. Et j'avais écrit un synopsis, tu sais on écrit des synopsis quand on cherche un éditeur, de 3-4 lignes sur le bouquin, et comme je suis un mec prétentieux, je l'avais envoyé à Fayard. J'avais jamais écrit un bouquin, mais Fayard était un des plus grands éditeurs, avec Claude Durand à l'époque, qui était tu le connaissais, c'est un éditeur incroyable. Et le mec m'avait dit, je prends votre bouquin. J'avais jamais écrit. Il avait comme quoi le talent de l'éditeur qui dit, je sens qu'il y a un sujet, tu vois, alors que toi t'es même pas sûr si tu vas écrire 2 lignes en fait. Et du coup je lui dis, il se passe un truc avec le mec. Et moi j'étais vachement emmerdé parce que Jean-Louis Servan-Schreiber m'avait confié un job de dingue d'éditeur du magazine, de la lettre de l'expansion, le forum de l'expansion, Harvard de l'expansion, etc. J'avais 25 ans et je me dis, il faut que j'aille lui dire quand même. Et j'ai mon patron que la nuit et le week-end, j'écris un bouquin avec Fayard. Et je vais voir Jean-Louis. Et j'ai dit, Jean-Louis, je voulais juste vous dire que la nuit et les week-ends, quand j'ai un peu de temps, j'écris un bouquin. Il me dit, ah, c'est quoi votre bouquin? Je dis, il me dit, ah, mais c'est super, mais je veux le prendre pour moi. Il me dit, vous n'allez pas aller chez Fayard? Il me dit, c'est son éditeur, c'est un imprimeur. Il n'est pas imprimeur, et c'est un des plus grands éditeurs français. Et il me dit, non, il fait jamais la promotion des bouquins, etc. Bref. Et il me dit, je veux votre bouquin. Et figure-toi qu'à l'époque, Jean-Louis lançait avec Jean-Claude Lattès, qui était après dans l'édition du groupe Lagardère, une coédition qui était l'expansion
l'expansion. Attends, c'était Jean-Claude Lattès, l'expansion achète. Coédition entre les trois. Je veux votre bouquin. Alors moi, j'étais hyper emmerdé parce que je vais vous dire à Fayard, finalement, je le fais pas chez vous. Donc, là, il me dit, ça me ferait beaucoup de peine que vous le fassiez pas chez nous. Je dis, oh putain, il faut que je le fasse avec lui. C'est quand même mon patron. Donc, on l'a fait ensemble. Du coup, j'ai eu le format classique des éditeurs que tu connais peut-être, d'aller présenter le bouquin aux vendeurs parce qu'il faut qu'il y ait les commerciaux à aller vendre ton bouquin au libraire. Et comme je suis vraiment un jeune connard prétentieux de 24 ans de l'époque, 26 ans, je dis au mec, on va faire 100 000 exemplaires. Et si on le fait dans un an, je vous invite tous à déjeuner chez Taïwan. J'étais jamais invité chez Taïwan, mais il paraît que c'était un endroit qui était cher, qui était bon. Donc je vous invite tous à dîner à déjeuner chez Taïwan. Et il m'a dit, ouais, c'est ça, Coco, et vends-nous 3 bouquins, on en parlera après. Et on a fait 100 000 exemplaires la première année, et je les ai tous invités à dîner chez Taïwan. Le truc le plus dingue, c'est pour ça que je te raconte cette histoire, non pas pour dire que je les ai invités chez Taïwan, mais le truc le plus dingue, c'est qu'à pendant ce dîner, il y a un truc qui m'a marqué. Et vous savez, on édite les plus grands auteurs. Vous êtes un jeune con qui a réussi pour le moment, mais franchement, on sait pas comment. C'est juste un accident, mais personne ne nous avait jamais dit merci, les vendeurs. Vous êtes le premier, non seulement à nous dire merci, mais à nous inviter dans un repas qui va coûter à l'époque, je sais pas combien ça coûtait ça. Ça m'a beaucoup marqué, en fait, sur le management. À quel point, de toute façon, on sait bien qu'en fait, l'absence de reconnaissance est le premier reproche qu'adressent les salariés français à leur management. Et on est très, très mauvais là-dessus, et on ne sait pas dire ni merci ni bravo dans les entreprises, et on le fait très, très mal, au-delà du manque de courage du management français, qui est un autre sujet. Mais globalement, je sais pas pourquoi j'étais reparti là-dessus, mais on parlait de manière plus générale, sur le business. C'est vrai que, du coup, je relis plus au sujet dont on était parti. Le sujet, c'était juste en train de parler d'anecdotes, et tu me dis j'ai une anecdote à propos de la création de mon livre. Oui, mais c'était sur le fait de dire merci. Et je te disais, en fait, dans les conférences. Je pars un peu dans tous les sens, hein, pardon. Non, mais c'est bon. On parlait des conférences et je te dis, Darty, tu étais passé de ça. Oui, les conférences. Non, il y en a eu tellement. Globalement, il n'y a pas une que tu as envie de. Ou quelque chose qu'on est venu. Je sais pas, un peu comme ton merci pour moi est symbolique. Oui. Honnêtement, non, il n'y a pas une conférence. Il y a tellement de moments, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de trucs où tu te dis. Moi, non, je peux peut-être t'y répondre différemment. C'est qu'en fait, ce qui me fascine dans ce business de l'intervention, du moment où tu dois donner de l'énergie, convaincre, etc. Les gens me disent souvent, est-ce que tu as le trac? Je dis, non, on n'a pas le trac quand on a fait 3-4 000 fois des zéniths, des machins. Alors, si t'as raison, la conférence la plus dingue, effectivement, voilà, je t'en ai une. La conférence la plus dingue. Oui, la conférence la plus dingue, c'est 3 fois 15 000 mecs à Bercy en un week-end. Waouh. Ouais, c'est rare. Rare, où tu découvres les ressorts du fascisme. Ouais. J'ai compris pourquoi les mecs faisaient ça dans des stades. Bien sûr. Voilà. C'est qu'en fait, comment la foule fonctionne. À l'époque, c'était en 92. Il y avait un mec très particulier dont je me souviens pas le nom, qui était d'origine d'Europe de l'Est, qui avait créé un réseau, tu sais, pyramidal, en fait, qui vendait des tas marketing de MLM là, ménagers, exactement. Et il avait entraîné avec lui 50 000 mecs qui étaient des fanatiques absolus de ce type, qui l'idolâtraient. Il faisait des week-ends de rêve, je me souviens toute ma vie, il faisait des week-ends de rêve à Disney, où les nanas étaient façon Trump, avec des décolletés jusque-là, de l'or partout, etc. Il vivait la grande vie, etc. Il était avec une Mélania, si tu veux, la même. Il était dans une suite royale, en fait, au Palace, Disney Palace, machin. Et j'avais vécu un week-end de rêve parce que je devais intervenir 3 fois de suite dans leur grande réunion annuelle, qui était 3 fois 15 000 mecs à Bercy pendant 3 heures, en fait. Et je n'avais jamais fait ça. J'avais, comme toi aussi, peut-être des zéniths, des machins, mais Zénith, bon, c'est un théâtre, si tu veux. Mais Bercy, quand t'as les 15 000 mecs autour de toi, devant, tu t'aperçois que là, les gens n'écoutent, c'est là que je reviens sur le fascisme, mais les gens n'écoutent pas les paroles, mais la musique, et la musique les entraîne absolument où tu veux, en fait, parce qu'ils sont totalement embarqués, et le mec déjà les embarquait avec plein de choses, et si tu veux, il entraînait sur des choses de rêve incroyables. Le jour où je devais aller à Bercy, vous voulez qu'on réserve une voiture dans Bercy? Je dis non, vous savez, je viens en scooter. Vous pouvez pas venir en scooter, vous avez vendu comme une espèce de star, vous n'allez pas venir en scooter, etc. C'est ça. Je viens en scooter, j'ai pas de bagnole, donc vous n'allez pas m'emmerder. Et en fait, ce type travaillait beaucoup sur la notion du rêve. Il le faisait très bien d'ailleurs. Alors après, il s'est effondré le moment où il a commencé à financer le Tour de France. Et le mouvement s'est effondré en 2 ans et a disparu. Il a été repris par plein d'autres gens qui ont continué le marketing un peu comme ça. Mais en fait, ce qui est très marrant, c'est que je te parlais de cette conférence parce que c'est là que tu t'aperçois quand tu es sur un proscenium au milieu de 15 000 mecs entourés comme ça dans un stade,
tu leur fais à peu près gober tout ce que tu veux. C'est terrifiant parce que tu les entraînes, y compris dans des choses abominables, et tu comprends les ressorts d'Hitler, de Mussolini, dans les stades, avant la guerre, pendant la guerre. C'est absolument terrible. Donc pour moi, ça a été une expérience à la fois terrifiante et excitante. C'est pour ça que du pouvoir que les mots peuvent avoir sur des gens et que le charisme peut développer sur des choses. Je dis pas que j'ai du charisme, mais forcément, tu es obligé quand même d'aimer un peu, te pousser un peu à bout du truc quand t'as ça, et tu te dis quand tu montes sur scène... ce qui est pas la même chose que j'ai par contre souvent, je sais pas si tu l'as aussi de temps en temps, où je me dis, je suis sûr, tu vois, récemment, j'ai fait une intervention, je citerai pas dans quelle boîte, mais une boîte d'intellectuels du service public, où on m'avait dit, ce sont des sachants, ils sont tous très intelligents, etc. Et moi, je suis quand même un pauvre entrepreneur qui vient raconter mes conneries, mes bêtises et mes anecdotes. Et en gros, je me suis dit, putain, ça va être vraiment dur, ça va vraiment être dur, etc. Et ce que j'aime dans nos métiers, en tout cas, c'est tenté que ce soit un métier, dans nos activités, en tout cas de conférencier, c'est de se dire, putain, je veux les convaincre. Je sais que ça va être difficile. Je suis peut-être comme toi. J'adore repérer les mecs qui sont pas contents, qui pensent que je suis un abruti. Et de dire, j'aimerais quand même à la fin qu'ils viennent me dire des choses gentilles. Ou en tout cas, des choses qui me disent en toute honnêteté ce qu'ils ont aimé ou pas aimé dans mes histoires. Et ça, c'est un truc que j'adore dans ce métier. Que je n'ai pas vécu sur le truc, parce que j'appréhendais plus le côté comment je vais gérer cette foule, en fait. Ouais. Et ben, j'ai découvert que tu peux avoir du pouvoir sur une foule, mais c'est un métier. Faut avoir la personnalité pour ça. Tout le monde l'a pas. Parce que quand même, la plupart des gens, moi, j'ai aussi animé énormément d'événements, parce que avec mes émissions, etc., j'ai fait beaucoup d'animations. Le nombre de gens que j'ai vu ne pas dormir la veille ou 3 jours avant parce qu'ils avaient parlé pendant 10 minutes avec un micro sur scène devant leurs collaborateurs est terrifiant. C'est-à-dire, le fait d'avoir cette capacité, en fait, à amener une foule à prendre ce plaisir est un vrai bonheur quand tu l'as, mais quand tu l'as pas, c'est un traumatisme absolu et une souffrance absolue, en fait. Est-ce que tu peux te nourrir de ça, ou est-ce qu'au contraire, ça te bouffe, quoi? Oui, et en même temps, t'en as vachement besoin, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais pendant le Covid, à quel point on se faisait chier. Parce que moi, j'étais crevé à la fin de la journée avec mes visios face à un écran où je racontais mes trucs, alors que je savais même pas à qui je racontais ça, pourquoi je le racontais, ni pourquoi j'étais là. Et dès lors que je suis revenu avec des vrais gens, tout d'un coup, j'ai retrouvé l'énergie que j'avais complètement perdue, en fait. Le kiff de la scène. On a vraiment besoin de ça. C'est toujours notre ami Philippe Gabillet qui dit qu'il veut ouvrir sur scène, mais il a raison. C'est ça. Il a raison. Parce que c'est quand même là-dessus qu'on est pas le plus heureux, mais non, mais c'est un vrai bonheur. Moi, je te dis tout ça en te disant qu'en fait, je préfère encore plus quand c'est difficile et quand il faut convaincre. Parce que leur côté sujet un peu facile et que tu sais que les mecs sont acquis, c'est quand même moins rigolo. Oui, alors moi, je pars pas du principe que des sujets sont acquis. Donc, ça dépend, à vrai dire, comment tu arrives. Quand tu arrives dans il y a des terrains conquis, il y a des terrains qui sont pas conquis. Oui, on est bien d'accord. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Bien sûr. Mais il y a aussi, moi, j'aime faire participer les gens activement. Tu vois, faire vivre une expérience. Et tu t'aperçois que faire vivre une expérience, c'est jamais acquis à l'avance. Bien sûr qu'il y a des ressorts, comme un magicien qui fait monter des gens sur scène, tu choisis pas les gens complètement par hasard. Mais il n'empêche qu'il y a ce côté, pour moi, toujours que je ne sais pas où ça va partir. Et ça m'excite toujours. Absolument. Tu vois? Oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est aussi pour ça que moi j'adore les questions-réponses. C'est tout bête, mais non, je fais pas beaucoup d'interactivité moi dans mes interventions. Mais enfin, je pose souvent des questions au fil de l'eau, si tu veux. Mais ma partie préférée, c'est les questions-réponses, parce que justement là, tu te confrontes en fait à la réalité de ce que les mecs ont en tête, de ce qu'ils ont apprécié, de ce qui les challenge, etc. Et moi, je suis là-dessus, je suis comme toi, j'adore. Mais c'est toujours un challenge. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas le trac. Enfin, moi, j'ai pas le trac. Quand je monte sur scène, j'ai pas le trac. Mais j'ai cette espèce d'adrénaline nécessaire pour avoir envie de convaincre, quoi, tu vois. Et quand tu la perds, c'est là que tu t'aperçois que les mecs t'appellent plus, d'ailleurs. Parce que tu l'as plus. Parce que tu l'as plus. Et on se dirige tout doucement vers la fin de l'émission. Et donc, non, pas du tout. Au contraire, on est là pour ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour t'interviewer, pas pour parler. Donc, je suis là pour profiter aussi pour moi, il y a une forme de sagesse que de prendre conscience que on est, être entrepreneur, ou avoir la chance d'être entrepreneur, c'est aussi une opportunité de diriger sa vie, de faire des choix, de les assumer. Et je dirais que aujourd'hui, tu nous as donné pas mal d'opportunités d'entendre ça. Non, mais là où tu as raison, c'est qu'au fond, on a une vie incroyablement excitante et difficile. Difficile, quand je dis importation, d'emmerdement, exportation, c'est notre métier. Mais en même temps, ce qui me frappe, c'est qu'on l'a choisi. Cette liberté de choix, de ne pouvoir en vouloir à personne des choix qu'on a fait, de chaque choix qu'on fait, et cette espèce de liberté qu'on a,
qui fait qu'on a une retraite de merde, qui fait que quoi qu'il arrive, c'est pas le sujet, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais en fait, on a été propriétaire de notre vie de bout en bout. Enfin, moi, je l'ai été de bout en bout. J'ai passé 3 années seulement comme salarié d'entreprise, que j'ai adoré. Hein. Je pense que si j'avais continué, j'aurais fait une carrière dans les médias, etc. J'aurais été souvent très, très heureux. Mais j'aurais pas ce niveau de liberté à la fois personnelle, intellectuelle, et de chacune de mes décisions, être propriétaire de sa vie, l'entrepreneur est propriétaire de sa vie avec tous les emmerdements qui vont avec, tous les bonheurs qui vont avec, et ça c'est un pur bonheur qui mérite tous les échecs et toutes les remontadas et elles sont toutes faites de ça en fait. Moi j'en connais, enfin, c'est aussi si je devais retenir la leçon de ces 750 interviews ou 700 interviews BFM Business, c'est qu'il y en a pas une qui ait été un long fleuve tranquille dans la vie des mecs que j'ai interrogés, pas une seule. Et il ne cache pas. Je me souviens d'avoir interrogé, c'était la première fois qu'il en parlait, Serge Trigano, quand il a été viré du Club Med. Il avait jamais envie d'en parler, mais je l'avais rencontré pour une conférence aux Bahamas, d'ailleurs, quand il était patron du Club Med USA. Il m'a dit, je sais que tu as vécu, toi, ça, comme entrepreneur, de t'être fait virer. Donc, être interviewé par un mec qui s'est fait virer, ça me va très, très bien, parce qu'au moins, il comprendra, etc. Et ça, c'est des moments absolument privilégiés. Et ils sont tous comme ça, mais ils n'ont pas eu tous le courage d'admettre qu'ils ont eu ces moments. Le courage, et je pense, c'est important de le faire. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin que de gens qui réussissent comme exemple. Au contraire, loin de là. Non, mais non, ça donne pas. Enfin, ça donne un idéal de réussir, mais ça donne pas une vérité quand tu vas te retrouver confronté à ta première difficulté ou à ta première montagne ou à ta première, je sais pas quoi. Quand tu avais espéré une face sud et que tu te fais une face nord, et puis tu peux avoir du déchet. Enfin, tu vois, fort, hein, se blesser. Il peut y avoir dans l'aventure, peut y avoir des pertes, tu vois, peu importe ce qu'on appelle pertes d'ailleurs. Bien sûr. Ça, t'es pas préparé si t'as entendu que des réussites. Absolument. Mais ce qui est clair, c'est que dans n'importe quelle échelle, quelle que soit l'intensité, on peut remonter extrêmement vite et que c'est vraiment un problème de mindset uniquement. Et que ça, parce que je peux un foutu te dire, c'est si on l'a ou si on l'a pas ou si c'est l'expérience. Si c'est inné ou acquis, c'est ça. Moi, je ne pense pas que ce soit inné du tout. Moi, je pense que ça prend aussi. Pas du tout. Tu penses que moi, je pense que ça prend. Oui, ça prend l'expérience. Bien sûr, c'est sûr. C'est que l'expérience qui c'est que l'acquis. Je pense pas un instant qu'on soit tous plus ou moins résistants à l'échec. Je pense que c'est vraiment une façon qu'on a de se préparer, pour le coup, mentalement à tout ça. Et là, toutes les interventions, tout ce qui est autour du mindset qu'on n'a pas beaucoup évoqué, et de l'optimisme, etc., jouent un rôle absolument majeur. C'est la clé de tout aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'un des problématiques françaises numéro 1. Il y a une je sais pas, il y a une fascination au pessimisme. Tu vois, c'est quelque chose de. Moi, j'ai toujours dit, voilà, je suis né plutôt comme ça, on va dire plutôt optimiste, mais la vie m'a permis de faire des choix pour décider de l'être vraiment, tu vois. Bah oui. Et je m'aperçois qu'à quel point, bien sûr que par moments j'ai fait du déni, bien sûr que par moments ça m'a arrangé de regarder le monde comme ça plutôt qu'autrement. Bien sûr. Mais ça m'a tellement facilité la vie, ça m'a tellement permis d'aller plus loin. Et quand les gens te disent, mais t'as eu combien de vies? Bah, en fait, si j'avais pas été optimiste, sûrement la moitié moins. Évidemment. Tu vois? Évidemment. Non, c'est un thème absolument clé. Et d'ailleurs, moi, j'étais frappé du succès de mon bouquin Ne me dites plus jamais bon courage à partir de toutes ces expressions qui nous dépriment collectivement et qui développent cette contagion émotionnelle du langage. C'est fascinant de voir à quel point. Je pense, moi, aujourd'hui, que notre langage est à peu près à 90% responsable de notre pessimisme français. C'est une phrase que j'aime beaucoup d'un philosophe qui dit: la France n'est pas amoureuse de son présent, elle est angoissée par son avenir, elle se réfugie dans son passé. C'est en gros une assez belle description de la France, à part du fait qu'en ce moment, on ne sait pas qu'on est malheureux, mais qu'on est malheureux ensemble. Ça décrit à peu près bien la France d'aujourd'hui, qui est déprimée et qui n'arrive pas à s'en sortir, alors que, comme tu le disais, on est quand même dans un pays incroyable, à un moment incroyable. Et n'oublions pas quand même, moi, c'est aussi un truc que j'arrête pas de répéter en ce moment, mais pourtant, je te dis, je suis le plus vieux de la bande, mais on vit quand même un truc de dingue, toute génération confondue, c'est de vivre le début d'un nouveau siècle unique dans l'histoire de l'humanité, unique. À la limite, l'émotion de l'électricité au début du XXe siècle n'est rien par rapport à ce qu'on est en train de vivre, l'intelligence artificielle et cette espèce d'énorme réinvention de la planète, de l'humanité, de notre humanité, etc. De participer à ça, c'est une chance d'une vie, quelle que soit la génération à laquelle on appartient. Et l'idée simplement de la voir comme tout ce qui va nous être enlevé, ou etc., est une catastrophe absolue sur lequel les entrepreneurs ont un vrai job. Parce que déjà les Français ont cette tendance naturelle à penser de toute façon ce sera pire. Tu as vu les derniers chiffres, en gros il y a 70% des Français qui pensent qu'ils vivront de manière moins bien en 2035 ou en 2030. Aucun pays ne peut faire quoi que ce soit dans une telle perspective. Donc on a, en tant qu'entrepreneur, et tu es un entrepreneur aussi, on a un vrai rôle à jouer sur le mindset en fait des gens là-dessus.
Et par la démonstration de notre capacité et de notre résilience, je pense qu'on y arrive, on y arrive différemment, en fait, par la vraie force de l'exemple et pas des concepts. Parce que moi, je me souviens aussi, je terminerai peut-être là-dessus, mais quand Service Compris est sorti, tout le monde disait que c'était de la littérature de gare. Oui, mais 500 000 exemplaires. Ça marche bien, la littérature de gare, y compris sur des thématiques business, en fait. Merci Philippe. Merci à toi, Hervé. Et puis on va se retrouver sur la traversée. Bien sûr, je prendrai un temps pour débriefer cette émission. Il y a tellement de pépites. Merci Philippe. Merci Hervé et bravo pour tout ce que tu fais. À bientôt. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur la traversée.